Vous écoutez RMC. RMC Direct. Apolline de Malherbe. Juvin, professeur de médecine, chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou. Et puis vous avez aussi l'autre casquette, la casquette politique. Vous êtes maire Les Républicains de la Garenne-Colombes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le studio d'RMC. RMC ce matin, puisque ce sont les cérémonies, vous le savez, qui commencent sur la place de la Concorde et non pas sur les Champs-Élysées, exceptionnellement. Donc côté télé, sur BFM, vous regarderez le défilé et ses préparatifs. Philippe Juvin, justement, vous êtes comme ce 14 juillet, vous avez les deux casquettes. Parce que ce 14 juillet, c'est à la fois bien sûr la fête nationale, la politique, mais c'est aussi les soignants qui sont à l'honneur. Ils étaient à l'honneur dès hier soir d'ailleurs, puisque nombre d'entre vous avaient été invités par le ministre de la Santé. Vous y étiez ? Non, je n'étais pas invité. Vous n'y étiez pas invité ? Non, mais d'ailleurs je ne crois pas que personne de mon équipe ait été invité. Donc mais l'hôpital Pompidou qui a quand même payé un lourd tribut, qui était au front. Vous savez, il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont payé de lourds tributs, beaucoup de soignants de ville et de maisons de retraite, donc l'important c'était le symbole. Est-ce que vous serez quand même aux cérémonies tout à l'heure ou même je ne suis pas invité non plus. Vous n'êtes pas du tout, vous êtes complètement mais ça me permet d'être avec vous. Complètement blacklisté. Mais justement, vous allez pouvoir nous expliquer notamment votre regard sur le Ségur. Vous êtes un des visages de cette crise. On vous a beaucoup reçu, beaucoup entendu, beaucoup écouté aussi. Vous faites partie de ceux qui avaient tiré le signal d'alarme. Ce Ségur qui a été signé hier, le gouvernement s'en félicite. Beaucoup de soignants disent le compte n'y est pas. Où est-ce que vous en êtes, vous ? D'abord, il y a de très bonnes choses, et puis il y a beaucoup de communication. Les très bonnes choses, c'est qu'ils ont mis beaucoup d'argent sur la table, 7-8 milliards, c'est considérable. Mais il est vrai qu'au fond, quand on le rapporte à chaque individu, les sommes sont relativement modestes. C'est du rattrapage. 183 € net par soignant. Le delta avec les autres pays, pour un infirmier, c'est 300 €. C'est-à-dire qu'il y a un déficit en France, un infirmier, un aide-soignant, un médecin à l'hôpital gagne moins qu'ailleurs. On a comblé une partie du retard. C'est très bien. Moi, je m'en félicite. Je suis pas de ceux qui font je grogneux. Sauf que c'est partiel. Et puis, il y a des tas de sujets qui n'ont pas encore été traités. J'espère qu'ils seront. Lesquels ? Par exemple, l'hyperbureaucratie de l'hôpital, le fait que à l'hôpital nous ayons des moyens de travail, par exemple informatique, qui datent de l'homme de Néandertal, le fait que quand vous faites une prise de sang en ville et que ensuite vous venez à l'hôpital, on est obligé de vous refaire la prise de sang parce que nous n'avons pas les résultats. Tout ça. Toute cette hyper-bureaucratie hospitalière et de santé, c'est vrai qu'il faudrait s'y attaquer. Non seulement c'est un frein, mais quand on vous écoute, c'est aussi un coût. Donc au fond, c'est aussi un moyen si on réduit cette bureaucratie, de récupérer des sous. Mais bien sûr, vous avez raison. Vous savez que quand vous regardez le tableau des emplois de l'hôpital public en France, il y a autant d'équivalents temps plein, c'est-à-dire d'emplois, de médecins, que d'administratifs. Évidemment, il y a beaucoup plus d'infirmières et d'aides-soignants, heureusement, mais autant d'administratifs que de médecins. Typiquement, vous diminueriez le nombre d'administratifs. Non seulement vous gagneriez de l'argent en salaire et en charge, mais vous gagneriez également de l'argent en temps passé, collectivement, à des tâches qui ne mènent à rien. En fait, un des problèmes de l'hôpital public en France, c'est que l'argent ne va pas suffisamment aux soins. Il y a beaucoup d'argent perdu et gâché. Dans toutes ces strates, dans ces multiples strates administratives. Et encore, quand je vous dis un administratif pour un médecin, je ne compte pas toutes les agences. Donc en fait, c'est plus d'un administratif. Ouais. Alors certaines de ces agences sont absolument indispensables, et je ne dis pas qu'il ne faut pas d'administratif. Bien entendu, il en faut, mais simplement chacun à sa place. Il y a également de la communication dans le Ségur sur l'affaire de la création de postes. Vous avez entendu ? 15 000 postes supplémentaires qui 15 000 postes supplémentaires. C'est faux ? Mais ça ne veut rien dire, puisqu'il y a déjà des postes vacants. Donc la question à l'hôpital public n'est pas tant de créer des postes, la question est déjà, dans un premier temps, de pourvoir les postes qui sont vacants. Pourquoi ? Parce que les postes vacants, ça fait quoi ? Ça fait qu'il y a des lits vacants. On ferme des lits aujourd'hui en France parce que nous avons des postes vacants d'infirmières, d'aides-soignants, de médecins. Donc, je le répète, avant de créer des postes, ce qui est très bien, j'aimerais bien qu'on pourvoie les postes vacants. Philippe Juvin, vous faites partie de ces 14 médecins qui ont signé un appel à rendre le port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés. Vous avez lancé cet appel vendredi, il a été relayé samedi, et ça n'est que dimanche que le Premier ministre a fini par répondre, mais sans véritablement répondre, puisqu'il a dit le port du masque obligatoire est à l'étude.
Qu'est-ce que vous entendez par là et qu'est-ce que vous attendez du coup? C'est pas une vraie réponse, si? Non, c'est pas une vraie réponse. Il faut juger les gens sur les actes. Le vrai sujet, quel est-il? C'est qu'il y a une augmentation du nombre de cas confirmés de Covid en France depuis maintenant 2 semaines. Il y a une augmentation du nombre de consultations de SOS médecins pour Covid. Pas aux urgences, pas en réanimation, parce que souvent ce sont des indicateurs tardifs, mais en ville, il y a une augmentation. Deuxièmement, et c'est peut-être encore plus préoccupant, il y a une sous-utilisation des tests. On ne teste pas assez en France. On avait promis jusqu'à 600 000 tests par jour, on est à 300. On est à la moitié. Et le chiffre qui a été donné par Santé publique France est le suivant. Simplement 17% des Français qui ont des symptômes sont testés. Je ne parle même pas des gens asymptomatiques, je parle de ceux qui ont des symptômes. Ce qui signifie que l'augmentation du nombre de cas que je vous décrivais il y a quelques secondes est probablement sous-estimée. C'est pour ça qu'à quelques-uns, nous pensons qu'il faut reprendre quelques mesures barrières pour éviter un reconfinement. Vous savez, le masque, c'est très désagréable à porter. Moi-même, je ne prétends pas le porter toujours comme il faut. C'est difficile et c'est très désagréable. Sauf que si nous le portions collectivement dans tous les endroits fermés publics, les magasins, les galeries commerciales, les musées, les salles de cinéma, les administrations aussi, les lieux de culte, tous ces endroits où le virus reste en suspension parce qu'il n'y a pas d'aération, nous pourrions peut-être éviter un certain nombre de cas et donc repousser le moment, voire même l'annuler complètement, où il pourrait y avoir un deuxième confinement. Mais alors comment vous expliquez que malgré ce constat, malgré cet appel, le gouvernement dise on y réfléchit. Est-ce qu'on a le temps de réfléchir? Non, je pense que le gouvernement, depuis le mois de mars, n'est pas agile. Chaque fois qu'il y a une décision à prendre, on a cette culture administrative qui fait qu'on évalue, qu'on étudie, on réunit un groupe de travail, et puis après on regarde ce qu'il faut faire et on fait attention. Et c'est comme ça que des mois passent avec des décisions qui ne sont pas prises. C'est comme ça que les masques ne sont pas commandés au bon moment, c'est comme ça que les tests ne sont pas commandés, c'est comme ça que on prend du retard sur tous nos voisins. Quand on voit la rapidité de décision d'un pays comme l'Allemagne, on se dit qu'on a beaucoup à apprendre. Et donc c'est une chose que de faire de la communication, c'en est une autre que de gouverner et d'agir. Mais vous faites pas de la communication un peu? Non, je suis en train de vous informer qu'il faut mettre un masque. Sur le masque, ça c'est évident, mais est-ce que toutes ces questions sont devenues aussi des questions politiques? Bien entendu, c'est une question politique de savoir si on prend un moyen simple, le masque dans les espaces clos, vous voyez, c'est pas extraordinaire, qui nous permettrait d'éviter un reconfinement avec toutes ses conséquences politiques, sociales, économiques, sanitaires. Le confinement, c'était indispensable, mais c'est une solution terrible. C'est la moins pire des solutions. Il fallait le prendre, cette mesure de confinement, il fallait la prendre. Mais on voit bien tous les dégâts qu'il cause ce confinement. Donc, ce que nous vous disons est très simple. Il y a un nombre de cas qui augmente. Pour faire en sorte qu'il y ait moins de risques de devoir reconfiner, prenons la décision d'imposer le masque dans l'espace public. Des tas de pays le font. Ça a été décidé en Belgique. En Belgique, depuis samedi, c'est obligatoire partout. Et les Belges n'ont pas disserté pendant des semaines pour savoir si on allait prendre cette mesure. Nous avons publié cette tribune samedi. Nous sommes déjà en milieu de semaine. Il paraît que c'est à l'étude. Voilà. Oui, ça parle de soi-même. Et vous savez le nombre de fois où on a entendu le Premier ministre, le Président de la République nous expliquait durant cette crise que des mesures allaient être prises, des masques allaient être commandés, ça y est, on avait tiré les leçons. En fait, la question que nous nous posons à quelques-uns est de savoir s'il y a de l'autorité en France. Qui décide et qui met en œuvre? Qui décide et qui met en œuvre? Ce sont les deux choses les plus importantes et aujourd'hui, elles ne sont pas prises dans tout un tas de domaines. Vous estimez, si on vous entend, que ça pose la question de la décision du chef de l'État, de sa capacité à décider? Non, mais je ne veux pas personnaliser les choses. J'observe simplement que nous avons une épidémie mondiale dont on sait qu'elle est mondiale depuis fin janvier. Nous sommes maintenant mi-juillet et on en est toujours à disserter quand il s'agit de prendre des décisions qui sont simples. Voilà, on n'est pas en train de vous dire qu'on va ouvrir 10 000 lits de réanimation avec toute la difficulté. J'aimerais bien d'ailleurs qu'on ouvre des lits de réanimation qu'on nous avait promis d'ailleurs, accessoirement. Gros problème d'autorité, dites-vous, mais en même temps quand on regarde ailleurs, quand on se compare, alors vous disiez certes, c'est vrai, la Belgique a pris une décision radicale, immédiate dès samedi. Certes, c'est vrai que l'Allemagne a pu à certains endroits, mais c'est pas tant une question d'autorité qu'une question d'organisation, même géographique, décider de reconfiner ici ou là en fonction de l'évolution du virus. Est-ce que vraiment on est pire ?
C'est une vraie question intéressante. Effectivement, on dit souvent ça en France. Regardez au fond, les gens, les autres font pas mieux. Ce n'est pas vrai. Les autres ont fait mieux. En tout cas, la question est de savoir à qui on se compare. Évidemment, si on se compare à l'Iran, on fait mieux qu'en Iran. Voilà. Mais mon gold standard, ma comparaison idéale, elle est plutôt l'Allemagne. C'est notre principal partenaire. Bah oui, les Allemands, ils font mieux. Ils ont plus de lits de réanimation. Ils ont pris des mesures plus précoces que nous en mars, mais moins dures. C'est-à-dire que l'économie ne s'est pas complètement arrêtée, alors que nous, elle s'est quasiment complètement arrêtée. Et ils sont en train de déconfiner plus rapidement. Moi, j'étais très favorable à un déconfinement rapide. Mais pour déconfiner rapidement, il faut des tests, il faut des masques, il faut des lits de réanimation prêts. Aujourd'hui, on ne teste pas assez. On voit qu'on hésite encore sur les masques. Quant aux lits de réanimation, je préfère ne pas en parler parce qu'il n'y en a pas plus que fin mars. Il n'y en a pas plus que fin mars, même dans ce que vous avez réussi à faire, à bricoler Entendons-nous, de quoi parle-t-on ? En France, il y a 5000 lits de réanimation de base. En Allemagne, il y en a 25 000, 5 fois plus. Et c'est vrai qu'en France, durant la crise, nous avons ouvert des lits de réanimation. Nous sommes passés de 5 000 à 10 000, mais c'était des lits qui n'étaient pas des lits de réanimation dans lesquels on a mis des patients de réanimation avec du personnel qui est arrivé en catastrophe, des respirateurs qu'on est allé trouver à droite à gauche. C'était un peu du bricolage. Mais quand on compare effectivement nos 5 000 lits et leurs 25 000 lits, à y regarder de plus près, on voit qu'on est plus rigoureux qu'eux. C'est-à-dire que pour nous, ce qu'on appelle des lits de réanimation, ce qu'on a lu dans les différentes enquêtes, c'est que effectivement ici, pour le coup, pour un lit de réanimation, il faut 2 infirmiers qui sont précisément attachés. En Allemagne, ça a l'air un peu plus léger, non ? Non, ce n'est pas vrai. L'Allemagne est un pays très rigoureux. Ils ont plus de moyens que nous, tout simplement parce qu'ils sont plus riches, tout simplement parce qu'ils ont une économie qui produit plus, donc ils ont plus de richesses à redistribuer. Non, je sais que tout se tient pour vous. Quand tout se tient, quand il y a des périls qui menacent la nation, on a toujours tendance, l'histoire le montre largement en France, à dire que oui, c'est vrai qu'ailleurs ils ont manifestement des éléments meilleurs, mais qui sont pas autant meilleurs que ça. Non. La réalité, c'est que la France a été sous-équipée et est sous-équipée par rapport à l'Allemagne, c'est une évidence. A posteriori, comment vous diriez que la crise a été gérée ? Au coup par coup, au petit bonheur la chance. Fin janvier, il y a une alerte mondiale, on ne la prend pas en compte, les masques ne sont pas commandés, puis on a l'impression que des décisions politiques sont prises correctement là par le président, il faut lui rendre hommage, mais derrière ça ne suit pas, une hyper-administration obèse, un peu impotente. Non, je pense que nous n'avons pas bien géré la crise. D'ailleurs, nous avons plus de décès proportionnellement que chez nos voisins. Vous dites, vous faites un constat quand même très sévère. Si une seconde vague arrivait, est-ce qu'on est prêt ? C'est toute la question. Vous avez raison de dire si une deuxième vague arrivait, parce que ça peut être la deuxième vague qui arrive aux États-Unis actuellement, en Floride, en Californie, on le voit. La Californie qui a décidé de reconfiner. Exactement. Ça peut être aussi un autre péril. On peut avoir une attaque terroriste massive, on peut avoir un autre agent vulnérant dans les années qui viennent. Donc la question doit être posée de toute façon. Est-ce qu'on a plus de masques ? Oui, probablement. A-t-on plus de tests ? Oui, mais j'observe qu'on ne teste pas assez. Ça signifie qu'il y a une vraie politique de tests dont je voudrais qu'on parle 2 secondes. Et puis, a-t-on plus de réanimation ? Non. Donc, on est un peu plus près, mais pas encore. Sur les tests, est-ce que la raison, c'est qu'on n'a pas assez de tests, ou est-ce que la raison, c'est que les Français, tout simplement, ne font pas les démarches ou n'y pensent pas ? La raison, c'est que c'est compliqué de faire des tests en France aujourd'hui. Les gens sont sur leur lieu de travail, allons les tester sur leur lieu de travail. Les gens partent en vacances, allons les tester sur les lieux de vacances. Tout est difficile en France. On a vu que les Côtes-d'Armor, par exemple, ont décidé de rendre le test gratuit et automatique. C'est une très bonne chose. Oui, mais attention, pas pour ceux qui y sont en vacances. C'est-à-dire pour les habitants locaux, ça j'ignorais, c'est pas terrible. Qui doivent signaler qu'ils habitent là, mais ceux qui sont là de passage ne peuvent pas le faire. Mais autre exemple, regardez ces avions qui atterrissent sur le territoire national, venant de zones où il y a une épidémie très vivace. Moi, je ne comprends pas pourquoi on ne trace pas les gens qui arrivent, j'allais dire les patients, les voyageurs. Prenons leur identité, leur téléphone, appelons-les. Alors, il y a une chose qui va être faite dans les jours qui viennent, c'est ce qui a été annoncé d'ailleurs dans mon émission dimanche, c'est que ceux qui arrivent de zones rouges, comme on dit, auront systématiquement à faire le test
pour pouvoir rentrer sur le territoire. Alors, ça suffit pas, il faut aller plus loin. 2 commentaires à ce que vous venez de dire. D'abord, c'est toujours pareil. Dans quelques jours, on va mettre en œuvre machin ou machin. Ça fait des mois qu'on entend que dans quelques jours, on va mettre en œuvre. Moi, j'aimerais bien que ça soit mis en œuvre depuis hier plutôt que demain. Et deuxièmement, je ne crois pas que ça soit tout à fait exact ce que vous avez dit. Ce qui va être fait, c'est qu'on va proposer aux gens de faire un test. En aucune manière, on ne les obligera. Moi, je demande simplement qu'on les trace, qu'on prenne votre téléphone, qu'on vous rappelle le lendemain, le surlendemain, 7 jours plus tard, à l'issue d'une période d'incubation, pour savoir si tout va bien. Or, les gens sont lâchés dans la nature. Est-ce normal ? Vous savez, au début de la crise en février, il y a eu un grand débat sur faut-il fermer les lignes qui arrivaient de Chine. Et à l'époque, les gens disaient non, il ne faut pas fermer, etc., etc. Je pense qu'on a fait une erreur collective. Il aurait fallu fermer. Eh ben, ne continuons pas à faire les mêmes erreurs. Il faut apprendre de ces erreurs. C'est normal de faire des erreurs. Voilà, moi je ne jette la pierre à personne. Je fais aussi des erreurs. Mais là, quand on a de l'expérience, il faut la mettre en œuvre. Quand je vous entends, Philippe Juvin, je me dis que du point de vue du gouvernement, en effet, c'est peut-être la raison pour laquelle ils vous ont blacklisté, ou en tout cas pas invité hier et pas invité tout à l'heure. Vous avez un regard quand même très critique, ce qui est le cas de beaucoup de soignants, cela dit. J'ai un regard libre de quelqu'un qui voit les choses, qui se dit que la France, les Français ont besoin d'être protégés, la France a besoin d'autorité, et parfois je me demande où est la protection, et parfois souvent je me demande où est l'autorité. Philippe Juvin, il y a un point sur lequel il commence à y avoir un voile qui est levé. Vous étiez en première ligne, évidemment, de ces malades qui arrivaient dans votre hôpital Georges Pompidou à Paris. On dit ça a tenu, on dit les gens ont pu avoir accès aux soins, mais dans le cadre de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale la semaine dernière, il a été question de ces malades qui ne sont même pas arrivés à l'hôpital, et notamment des plus âgés. La question du tri éventuel dans la prise en charge, notamment l'un des porte-parole de la CGT Santé qui témoignait devant cette commission d'enquête et qui disait, je la cite en l'occurrence, on a découvert que des recommandations ministérielles conseillaient de maintenir les personnes âgées malades à leur domicile ou dans les EHPAD. Est-ce que c'était le cas dans votre hôpital, ou est-ce que vous avez pressenti qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là ? Alors la notion de tri qui est assez glaciale, il faut savoir qu'en réalité en médecine, elle existe toujours plus ou moins. Quand vous êtes de garde la nuit et vous avez un lit de réanimation disponible et que vous avez 3 malades qui vous sont proposés, forcément vous choisissez un des 3, vous ne pouvez pas prendre les 3. C'est un choix douloureux, mais vous êtes obligé de le faire. Et on fait toujours des choix. Donc la question est plus subtile que cela. Il est vrai toutefois que durant la crise, où nous avons été justement dans une phase où nous avons été submergés avec nos 5 petits 1000 lits de réanimation, quand vous avez plein de monde qui arrive, vous êtes obligé de choisir les patients. Il est probable qu'un certain nombre de patients âgés, malades, qui étaient dans des EHPAD, il est probable qu'un certain nombre ne sont pas allés à l'hôpital et ont été soignés bien ou mal, je ne sais pas, dans les dites EHPAD. Il est très clair qu'il y a eu une limitation de l'entrée d'un certain nombre de patients à l'hôpital. Oui, ça ne m'étonne pas. Qu'il y ait eu des instructions officielles, je ne les ai pas vues. Donc il faut faire attention à de telles affirmations. Mais dans la pratique, très clairement, on a des patients qui seraient allés en réanimation en temps normal et qui n'y sont pas allés du fait de l'encombrement des réanimations. Tout le monde le sait. Est-ce que ça aurait pu avoir un impact sur leur maintien en vie ? Je ne sais pas. En plus, vous vous rendez compte que quand on affirme cela à l'antenne, combien la douleur peut être grande pour les familles concernées. Donc, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas que ça recommence et que si demain nous avons une nouvelle crise, j'espère qu'on la commencera avec plus de 5000 lits de réanimation que ceux que nous avions fin mars. Et à vos yeux, on l'a bien compris, ça devrait aussi commencer par une décision immédiate sur le port du masque obligatoire dans tous les lieux fermés, comme le font désormais certains de nos voisins. Merci beaucoup, Philippe Juvin. Merci de votre invitation. D'être venu ce matin sur RMC. Je rappelle que vous êtes professeur de médecine, chef des urgences à l'hôpital Georges Pompidou et également à la ville, maire LR de la Garenne-Colombes. Merci d'avoir été avec nous.